Pour toute l'actualité de l'Église et des conseils pour votre vie familiale et spirituelle, abonnez-vous au magazine Famille Chrétienne sur famillechrétienne.fr, rubrique Je m'abonne. Un beau jour, leur vie a changé du tout au tout. Eux, ce sont des gens comme vous et moi qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un grain de sable, un gros pavé, un flot de grâce ou une prise de conscience soudaine a fait dérailler le TGV de leur vie et les a projetés dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui ont vécu un changement inattendu. Ils nous racontent leur arrivée en terre inconnue et comment ils en ont été transformés dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et ces histoires m'émeuvent autant qu'elles m'édifient, alors je vous souhaite d'être touchés comme moi par ces destinées à la fois particulières et universelles. Bienvenue dans la saison 2 d'Un beau jour, un podcast de Famille Chrétienne. Aujourd'hui, je rencontre Anne et Guillaume Dupuis en juin 2018. Ils ont découvert que leur petite Jeanne, âgée de 19 mois, était atteinte d'une leucémie très grave. Porté par un élan de charité incroyable, le jeune couple s'est lancé dans la bataille contre un ennemi invisible et puissant. 2 ans et demi plus tard, ils reviennent sur cette bataille décapante et cependant étonnamment pleine de grâce. Bonjour Anne, bonjour Guillaume. Bonjour Marie. Je suis très heureuse que vous soyez ici. Je suis très heureuse que vous soyez deux, d'entendre de nouveau un témoignage à 2 voix. C'est toujours tellement riche. Un grand merci. Non, ça fait plaisir. C'était normal de le faire à 2. Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez me présenter l'objet que vous avez choisi d'apporter et qui représente en quelque sorte votre histoire ? Alors oui, j'ai apporté un carnet. Un carnet que j'avais offert à Guillaume il y a quelques années, juste avant qu'il me demande en mariage, et qui était resté vide pendant les premières années de notre mariage, au jour où on a découvert la maladie de notre fille aînée, et où il a commencé à le remplir et à m'écrire régulièrement un petit mot. Donc ça a commencé le premier jour de cette maladie, et régulièrement, le soir, il m'écrivait un petit mot comme une petite lettre dans ce carnet. Voilà, ça retrace un petit peu, en relisant ces petits mots, ça retrace un petit peu toute cette période-là. Et vous, Guillaume ? Et donc moi, j'ai rapporté une chaussure de marche. Voilà. Elle a l'air bien usée. Voilà, oui. Donc que j'ai utilisé pour faire donc notre pèlerinage qu'on a fait à Lourdes, donc avec Anne et puis toutes nos filles. Et en fait, pour moi, ça représente vraiment finalement un peu notre vie, qui est un long pèlerinage et une longue marche en fait finalement, où on se met un peu au vert et sous le regard de Dieu. Voilà. 2 beaux objets qui laissent des traces, qui laissent une belle trace pour raconter une histoire singulière. Alors, est-ce que vous pourriez tout simplement vous présenter, dire qui vous étiez au début de votre vie de famille en 2018? Qui étiez-vous ? Anne et Guillaume, on était mariés depuis 2 ans et demi. On avait une petite Jeanne qui avait 19 mois et une petite Félicité de 4 mois. Tout allait bien. Moi, j'étais encore étudiante. Je faisais des études d'avocat. Guillaume, lui, travaillait. Voilà, moi, j'étais ingénieur chez EDF. Tu l'es toujours. Je le suis toujours. Et donc, voilà, on était un jeune couple heureux, tout allait bien. On avait des enfants qui étaient arrivés vite, qui étaient des petites filles qui étaient toutes mignonnes. Et on vivait en région parisienne, voilà, dans un petit appartement. Dans un petit appartement bien mignon, voilà. qu'on avait aménagé. La petite mélodie du bonheur. Voilà. Exactement. Et puis, malheureusement, en juin 2018, Jeanne ne va pas bien, je crois. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, début juin 2018, Jeanne a eu plusieurs jours de fièvre d'affilée. Elle était différente de d'habitude, elle mangeait moins, elle avait complètement perdu l'appétit, je la trouvais mal. Alors on a pensé que c'était les dents qui poussaient, parce que c'est vrai qu'elle était souvent, voilà, elle faisait souvent des poussées de fièvre en plus quand elle avait des dents qui poussaient, voilà, donc c'était normal. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça m'a quand même inquiétée.
Et donc, j'ai pris rendez-vous chez le pédiatre. C'était un week-end, je me suis inquiétée. Donc, j'ai pris rendez-vous chez le pédiatre le lundi suivant, à la première heure. Et je suis allée chez le pédiatre avec Jeanne. Le pédiatre l'examine et me dit que c'est sans doute simplement un petit virus, comme il y en avait beaucoup à ce moment-là de l'année. Et donc, étant inquiète, j'ai quand même insisté pour avoir une prise de sang. Et il m'a prescrit une prise de sang en me disant ne la faites pas forcément, mais voilà, faites-la si vous êtes inquiète. On est rentré à la maison en passant par le parc. J'ai pas fait la prise de sang tout de suite, je voulais pas l'embêter. Oui, Anne m'appelle et me dit voilà, est-ce que je fais la prise de sang ou pas? Et je lui dis le pédiatre t'a dit que c'était un petit virus, ça sert à rien d'embêter Jeanne. En plus, à 18 mois, une prise de sang, voilà, c'est pas agréable. Donc du coup, je lui dis la fais pas, ça sert à rien, quoi. Voilà. Et l'instinct maternel. Voilà, donc je rentre à la maison avec Jeanne et Félicité. Et là, je vois que Jeanne ne mange vraiment rien, même les choses qu'elle ne refuse jamais. Donc, un mauvais signe. Ça. Voilà, j'ai pris les deux filles sous le bras et on est allé faire une prise de sang. Le reste de la journée se déroule. Jeanne n'était pas bien, pas en forme. Et puis le soir, vers 18h, j'ai un appel du pédiatre qui me dit qu'il vient d'avoir les résultats de la prise de sang, que je dois venir tout de suite à son cabinet, qu'il a fait une lettre de recommandation pour moi vers l'hôpital Trousseau. Il m'explique que les pompiers sont en route vers chez nous et que ils vont nous emmener à l'hôpital Trousseau parce que Jeanne a quelque chose de très grave. Donc je vais chez le pédiatre, je vais chercher ce petit mot d'adresse au médecin de Trousseau. Et je cours, j'y vais en courant, je reviens en courant où Guillaume avait préparé les filles. Et effectivement, un camion de pompiers vient nous chercher en bas de chez nous. Et donc on ne savait pas encore ce qui se passait, on n'avait pas les résultats. Et puis même, on ne comprend rien à ces résultats, on n'est pas médecin. Et aussi, en fait, on avait même un ami à la maison ce soir-là pour dire que vraiment, en fait, qui venait prendre l'apéro. Donc, c'était bouleversement total. Vous le plantez là, la nuit, et voilà, exactement. C'est un fidèle ami qui nous a pas planté, justement. Il est venu à l'hôpital par ses propres moyens, mais il est resté presque toute la nuit avec nous. Et donc voilà, on se retrouve dans le camion de pompiers, aller à l'hôpital Trousseau, aux urgences. Et là, à Trousseau, des examens complémentaires sont faits et à minuit, alors que le matin, on nous avait parlé d'un petit virus, à minuit, on apprend que Jeanne a une leucémie. Et donc, on ne connaît rien à cette maladie, on sait simplement que c'est une maladie très grave, une de ces rares maladies dont meurent encore les enfants en France aujourd'hui. Donc c'est un bouleversement total. Le ciel a dû vous tomber sur la tête. Exactement. On se retrouve, on était là à l'hôpital avec notre petite Jeanne. On avait Félicité était toujours avec nous. Et donc voilà, au plein milieu de la nuit, on est là et c'est vrai que c'est très drôle parce qu'on a tout de suite la perspective de la mort qu'on n'avait pas avant. Enfin, je dis ça, mais il y a quand même quelque chose qui, quand ça nous est tombé dessus, mais j'ai tout de suite dit quand même, c'est comme si on avait été un peu préparé. Non, mais Jeanne est née au tout début, à toute fin du mois d'octobre, et sa deuxième messe, c'était la messe de la Toussaint. Et donc, je me souviens très bien de cette messe où le prêtre parlait de la mort et je regardais Jeanne qui avait quelques jours et je me disais c'est drôle, je ne sais rien de sa vie, je ne sais pas du tout ce qu'elle fera, je peux pas. La seule certitude que j'ai, c'est qu'elle va un jour mourir et c'est drôle de partir, de prendre conscience de ça. Et donc voilà, c'est une conscience que j'avais aussi par la foi. Finalement, notre foi chrétienne nous permet d'avoir en tête aussi de pas évacuer cette question. Mais bon, ça ne veut pas dire que j'y pensais tous les jours et que j'étais préparée. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe là à ce moment ?
Et donc, à ce moment-là, tout est un peu chamboulé. Quelques jours avant, on avait fait les projets pour l'année à venir en fixant un petit peu les étapes. Et donc là, c'est tout qui bascule. On se rend compte que ça va être quelque chose de très grave, de très long. On pense tout de suite, donc, comme on disait, à la mort. Enfin, moi, j'ai vraiment cette nuit-là, on ne savait pas du tout si c'était une maladie qui pouvait se soigner. On savait juste que Jeanne a un cancer très grave. Elle a tout de suite été emmenée aux soins intensifs. Ah oui. Où on l'a mise sous assistance respiratoire. En fait, elle était dans un état beaucoup plus grave que ce qu'on avait imaginé. Et je tiens à dire qu'il n'y avait pas du tout d'erreur médicale de la part du pédiatre qui a fait son travail très correctement. Les leucémies, c'est très difficile à diagnostiquer. D'accord. C'est pas une maladie avec des choses très caractéristiques. Et là, il y avait effectivement parce qu'en fait, elle était malade depuis longtemps, en fait. Et on ne sait pas, en fait. C'est assez mystérieux. On ne sait pas à partir de quand elle a été malade. Mais on sait qu'en fait, c'est une leucémie qui était assez virulente, très virulente, et qui l'a mise mal très assez rapidement. vite. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée aux soins intensifs. Donc voilà, c'était... Guillaume était à l'hôpital. Moi, j'étais donc toute seule à la maison avec Félicité. Et j'ai dormi quand même. Et je me réveille le matin. Et donc, quand on se réveille le matin avec... c'est là que c'est fait tout drôle, en fait. On a l'impression que c'est un cauchemar. On a envie de croire que c'était un cauchemar. Et pourtant, c'est la réalité. Et je sais pas, j'ai eu tout de suite le besoin de m'entourer vraiment de personnes qui nous aiment. C'est vrai qu'on était... On se dit tout le temps, ça a été difficile. Les gens peuvent penser de l'extérieur, oh là là, c'est terrible, ça arrive à des personnes jeunes, qu'est-ce que c'est difficile. C'est vrai que moi, j'avais 25 ans. Toi, tu en avais 27, 28. Et donc, oui, les gens peuvent penser que c'est difficile, ça fait de la peine d'un tout jeune couple à qui arrive une telle chose. Et en fait, je pense que ça a été finalement aussi une force. C'est que quand on est jeune, on était encore entouré d'amis, à aller en soirée, un peu à droite à gauche, à beaucoup recevoir. Et on a beaucoup moins peur de montrer ses blessures, ses faiblesses. Ah oui. Et donc, le réflexe, enfin, je pense que c'est un peu vrai. Le réflexe a été tout de suite de faire une page Facebook en disant Jeanne a une leucémie. Jeanne a une leucémie. En fait, voilà, je me souviens très bien ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous qui avez été si souvent à nos côtés pour partager nos joies, nous avons besoin de vous aujourd'hui pour surmonter une grosse épreuve. Jeanne a une grosse maladie, elle a une leucémie, on me l'a appris cette nuit. On ne sait rien de plus, mais voilà. Ah oui, directement dès le lendemain. Directement dès le lendemain. Et en fait, et heureusement, parce que c'est vrai que ça nous a vraiment sauvés, entre guillemets, le fait de s'ouvrir finalement tout de suite nous a permis de susciter la charité, tout simplement. Toute l'organisation finalement qui a suivi cette terrible nouvelle a été vraiment facilitée par ça. Donc déjà, on a dû déménager en fait. Puisque finalement, au fur et à mesure où on nous a appris un peu plus sur la maladie de Jeanne, comment ça allait se passer, etc., on a appris qu'elle serait 2 mois, en fait, 24 heures sur 24 à l'hôpital. Et après, en fait, on a appris qu'on avait 1 an de chimio intensive, et donc du coup que Jeanne serait confinée à la maison pendant 1 an, en fait. Et on habitait vraiment un tout petit appartement de 40 mètres carrés pour 4. Donc voilà, vous imaginez. On était très bien, mais c'était pas possible. Voilà. En fait, l'hôpital est venu visiter, les correspondants de l'HAD, l'hospitalisation à domicile, sont venus visiter notre appartement et nous ont dit elle pourra pas recevoir ses soins ici parce que c'est trop petit. Et puis comme effectivement elle pouvait pas sortir la plupart du temps parce que les chimios retirent les défenses immunitaires, donc elle était sans défense immunitaire, il fallait qu'elle sorte le moins possible. Il fallait un espace beaucoup plus grand. Donc... grâce à la page Facebook, on a réussi du coup à déménager, donc à mobiliser nos amis comme ça, qui sont venus en une journée, en 24 heures. Ils nous ont déménagé notre appartement. Voilà, je crois que tu avais fait le calcul, il y a 40 personnes qui sont 40 personnes qui se sont déplacées sur 2 jours. Nous aider à déménager puis à emménager après. Nous aider à déménager, voilà. On a reçu énormément de messages, de soutien. De la famille ont commencé à monter des chaînes de prière, à demander des messes pour nous, pour Jeanne, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est vraiment beaucoup senti soutenu
grâce à ça. Du coup, ces 2 premiers mois, alors comment Oui, se passe-t-il ? Au tout début, donc après avoir appris la maladie, on a appris donc c'était une leucémie. Quelques jours après, on apprend avec des examens complémentaires que c'est plus grave que ce qu'on pensait. Donc c'est une leucémie particulièrement grave. On est au degré de risque maximal. On nous avait parlé d'un traitement de 6 mois. Finalement, ce sera plutôt 12 mois minimum. Et dans les faits, ça a été 14 mois de traitement intensif, puis 1 an de traitement donc de chimio, mais uniquement par voie orale, donc une année beaucoup plus douce. Mais donc cette première année, pendant 1 mois et demi, au tout début, c'est l'accès le plus difficile, en fait, puisque Jeanne est mise dans une bulle aseptisée à l'hôpital, 24 heures sur 24. C'est minuscule, c'est tout petit, c'est entouré de plastique. Et voilà. Pas la voir, la et toucher. en fait, si on peut, heureusement, on peut quand même y aller. Il y avait toujours quelqu'un avec elle dans la bulle. Sauf la nuit, mais donc il fallait mettre blouse, charlotte, masque, gants. Se désinfecter, des surchaussons, enfin tout, bref, on était en cosmonaute, voilà. Et donc il y avait toujours un de nous deux qui était dans la bulle dans la journée, on se relayait. Et donc là, c'est 1 mois et demi vraiment très difficile. On commence dans le dur parce que Jeanne ne peut pas sortir, elle a des chimios d'une intensité folle, donc ses cheveux ses cheveux tombent, la cortisone la fait gonfler, elle perd complètement l'appétit, et elle devient petit à petit, oui, complètement amorphe. En fait, voilà, je relisais un peu pour préparer l'émission les mots que Guillaume me disait, et en fait c'est vrai que c'était très dur de la voir ne plus être capable de se lever. En fait, notre petite fille, c'est ça en fait ce qui était très difficile, c'est que d'un coup, ça arrive d'un coup. Et c'était notre première, on était très jeunes, et donc tous les parents qui nous écouteront savent ce que c'est un premier enfant. C'est pas du tout que c'est le préféré, mais c'est nouveau. Et donc tout est nouveau, et donc tous ces progrès, c'était extraordinaire. Elle savait marcher, elle savait grimper, elle savait voilà. Et donc là, tout d'un coup, en fait, elle ne peut plus se déplacer. Et en fait, elle perd même la marche. En fait, quand elle est sortie de sa bulle, elle savait plus marcher. Elle se souvenait même pas d'avoir marché, parce qu'1 mois et demi dans la vie d'une petite fille de 18 mois, c'est très long. Donc voilà, c'était. Ça doit être horrible pour un cœur de maman de. C'était très dur, et les transformations physiques, c'est très très dur. C'est vrai que Jeanne elle est redevenue aussi belle, mais Jeanne était toute belle, une petite fille toute blonde avec des grands yeux bleus, des petites bouclettes, très très dynamique, et en fait en 1 mois et demi on est ressorti avec Jeanne qui ne savait plus du tout bouger, elle tenait à peine assise, qui était vraiment énorme, gonflée par la cortisone, on voyait plus à peine ses yeux, sans cheveux. C'est très très difficile. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de douloureux. Mais bon, après il y a toujours l'idée que c'est pour la guérir, donc ça c'est évidemment ça. Mais ça, Guillaume, vous vivez ça comment de votre côté? Alors voilà, moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de peine pour Anne et son cœur de maman. C'est vrai que c'était on se rend compte finalement aussi un peu de ce qu'une mère peut ressentir pour son enfant, de manière assez intense dans ces moments-là. Moi, en fait, c'était plus, c'est la vie, c'est comme ça. C'est un peu ce qu'on s'est dit aussi avec Anne. C'était vraiment, c'est tout. C'est notre vie et il faut la vivre, et faut aller de l'avant. Et donc, du coup, chaque jour, finalement, qui était achevé, on se disait, voilà un jour de fait, et donc on allait vraiment au jour le jour. Voilà, ça. C'est ça. En fait, on raconte ce qui est horrible, mais curieusement, quand on se souvient de cette période-là, de toute la période des 2 ans de chimio, et puis particulièrement de ces premiers mois, très vite, on s'est dit, on s'est pas lamenté. Beaucoup de gens nous disaient, oh là là, vous devez vous dire, c'est pas de chance. Et en fait, on s'est pas tellement dit, oh là là, ça tombe sur nous, c'est pas de chance, oh là là, c'est vraiment... En fait, ça fait partie de la vie. Très vite, on s'est dit, non, c'est pas quelque chose de pas normal dans la vie. C'est la vie, c'est ça, c'est pas autre chose. La vie, c'est pas une publicité où les enfants courent dans les champs et où tout le monde est immortel. Et en fait, donc ça, c'est vrai que très vite, on s'est dit ça, et je pense que ça nous a beaucoup aidé à tenir. Et comme tu dis, Guillaume,
Oui. Après, Quand on sortait de l'hôpital, on avait tout nettoyé dans sa bulle 10 fois, etc. On n'est pas médecin, donc on ne pouvait pas faire grand-chose de plus que prendre soin d'elle, essayer de la forcer à manger ce qu'elle aime, être avec elle, lui raconter des histoires. Moi, je repassais des feuilles de papier. Il fallait repasser les feuilles de papier pour les faire rentrer dans la bulle. Donc, c'était pour qu'elle puisse dessiner. Donc, on faisait tout ce qu'on pouvait et on rentrait en disant, voilà, chaque jour suffit sa peine, un jour de plus. Voilà. Mais vous qui êtes croyant, du coup, vous n'êtes pas dit, franchement, le Seigneur, là, il va quand même super fort. Vous n'avez pas eu de moment de révolte ou de... En fait, pas tellement, non. Vraiment, non. En fait, au contraire, on a tout de suite dit, finalement, heureusement que le Seigneur est là, quoi, pour nous aider, etc. Moi, les seuls moments, entre guillemets, de révolte que j'ai eu, c'était plus, comme finalement, c'est vrai que la leucémie, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est très... finalement, c'est que les médecins, en fait, qui nous disent, elle a une leucémie, et en fait, on est obligé de les croire. Et c'est vrai que au tout début de sa maladie, elle allait beaucoup mieux. Elle a, justement, grâce aux soins intensifs qu'elle a reçus, elle a eu un espèce de... elle remangeait, elle avait à nouveau de l'appétit, et puis au bout d'un moment, on a dû lui mettre des chimios, de la cortisone, etc. Et donc, du coup, son état s'est un peu dégradé. C'est très dégradé, justement. Mais du coup, dans ce laps de temps un peu de mieux, de temps en temps, j'étais là à dire, Anne, mais en fait... c'est peut-être une caméra cachée, en fait, on débranche tout, on rentre à la maison et puis on arrête le cauchemar là, quoi. Voilà, c'était un peu ces moments-là où j'en ai eu quelques-uns, je m'en souviens un peu de ça, mais c'est vrai qu'après, au fur et à mesure des jours, on ne s'est plus du tout posé cette question-là. Et vraiment, on n'a eu aucune rancœur envers Dieu là-dessus. Au contraire, on s'est dit vraiment... ont prié pour sa guérison. Et voilà, puis, exactement. En fait, on s'est senti très entourés. Et moi, je répétais toujours cet extrait de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Et c'était ça, en fait. Et c'est vrai que le Seigneur nous avait donné des petites filles en pleine santé. Tout allait bien. Et puis voilà, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le Seigneur. C'est vrai qu'on disait le Notre Père, je me souviens, on en avait parlé, ça avait un peu étonné des amis d'ailleurs. On leur avait dit, voilà, que ta volonté soit faite. Et ils étaient un peu étonnés de cette résignation, mais c'était pas du tout une résignation, c'était un abandon. C'était un abandon, voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'on s'est tout de suite dit, la vie, c'est ça. La vie, c'est pas autre chose. Notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est que notre petite fille qui allait si bien, elle est malade et nous, on doit être là pour l'accompagner, il faut la soigner, voilà. Et voilà. Et on est content d'avoir réagi comme ça parce que finalement, on a tenu et je pense que c'est un peu grâce à ça. Après, je me souviens très bien du prêtre de l'hôpital qui était venu nous voir et qui nous avait dit vous savez, vous avez le droit d'être en colère contre Dieu. Et c'est vrai, je comprends, il y a beaucoup d'autres réactions possibles. Mais c'est vrai que nous, on a eu plus cette réaction-là, voilà. Vous avez dit que vous aviez toujours gardé des moments à deux pour vous retrouver. Et justement, ma question, c'était comment vous avez traversé ça à deux, parce que souvent, l'épreuve peut fragiliser les couples. Comment vous avez fait, vous ? Oui, on a une amie infirmière qui était venue nous rendre visite, parce qu'on avait des visites tout le temps, c'est ça que je voulais dire, on a des visites tout le temps pendant ce mois et demi. Les amis venaient tous les jours nous apporter notre déjeuner et déjeuner avec nous. On n'avait pas à s'occuper de ça, c'était toujours convivial. C'était un été... on était merveilleux. Oui, enfin, non, c'est vrai qu'on a vu plein d'amis, etc. Et donc, c'est vrai que les souvenirs, c'est beaucoup de souvenirs avec nos amis et à l'hopital, au soleil. De soutien oui, c'était incroyable. Et ça c'était vraiment très précieux. Tous les soirs, on pique-niquait, avec nos amis qui étaient là, qui avaient apporté dans un petit jardin de l'hôpital, très agréable. Enfin, c'était vraiment merveilleux. Et donc ça, oui, cette charité, c'était merveilleux. Et on faisait très attention. Oui, on avait une amie infirmière qui avait été en stage dans un service similaire à celui dans lequel on était avec Jeanne, qui nous avait mis en garde, qui nous avait dit, vous savez, ces épreuves-là, très souvent, ça sépare les couples. Et donc, c'est pas tombé dans l'oreille de sourds. On a fait attention à ça. Et donc, dès le début, c'était assez naturel pour nous parce qu'on est un couple assez fusionnel, mais on a quand même fait très attention à toujours déjeuner ensemble, dîner ensemble, passer le maximum de temps ensemble. On s'était trouvé un petit restaurant très sympa à côté de l'hôpital où on allait dîner. On préférait
parfois laisser Jeanne toute seule le soir pour pouvoir dîner ensemble. Voilà. C'était important. Et puis on avait une autre petite fille, en fait, on avait Félicité, qui était là, qui avait besoin de nous. Moi, je l'allaitais à ce moment-là, donc j'ai continué à le faire. Oui, parce que vous auriez pu très bien, en fait, vivre en vous croisant, en fait, tout simplement. Exactement. C'est un vrai danger, en fait. Oui, c'est beaucoup ce qui se passe. Justement, et nous, on a vraiment fait très attention. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait le petit carnet que Anne a présenté. Voilà, c'est vrai que oui, de temps en temps, moi, je rentrais en fait juste pour dîner avec Anne, pour voir Félicité, pour passer du temps en fait tous les trois ensemble. Et comme c'est vrai qu'on n'était pas très loin de l'hôpital, j'y retournais une fois le dîner pris, avec un petit mot mis sur le carnet et glissé sous l'oreiller d'Anne. Voilà. Moi qui rentrais à l'hôpital, tu m'avais laissé le carnet à l'hôpital, voilà. Mais donc oui, on a fait attention à ça, et l'hôpital aussi finalement a vite vu qu'on voulait être ensemble. Ils nous avaient donné une chambre un peu spéciale pour que je puisse continuer justement à être avec Jeanne tout en allaitant Félicité. Et voilà, pour qu'on ait un espace à l'extérieur de la bulle, mais malgré tout dans la chambre. Et donc voilà. D'ailleurs, Félicité, on peut peut-être en dire un mot, parce que Félicité, c'était providentiel, la présence de Félicité. Elle a un beau nom. Elle porte bien son prénom. C'est vrai. C'est drôle. En fait, Jeanne, quand elle était dans sa bulle, au pire moment, qu'elle ne réagissait plus à rien, on n'arrivait plus à la faire réagir à rien du tout, à la faire sourire. La seule chose qui la faisait sourire, c'était de voir Félicité. Oh. Et par 2 fois, on a fait rentrer Félicité dans sa bulle, donc la pauvre petite fille de 4 mois enrubannée dans une blouse avec une charlotte, un masque. On voyait plus que ses yeux. On voyait plus que ses yeux, mais Jeanne a pu la porter, la tenir un peu, la serrer dans ses bras. Et c'est les seuls moments où on a vu Jeanne sourire. Et c'était presque rire, oui. C'était c'était magique. Ça, c'était vraiment. Et donc les Félicité. Providentiel. Et oui, c'est drôle d'ailleurs. On peut parler du prénom. Enfin, on parle de beaucoup de choses, mais mais on était allé en pèlerinage à l'île Bouchard. Jeanne avait quelques mois, et on a été très marqués par ce pèlerinage, vraiment. C'est vraiment un des moments les plus marquants de ma vie. C'est un endroit où la Sainte Vierge Marie est apparue et où elle a promis à des enfants en 1948, je crois. Et elle a promis de donner du bonheur dans les familles. Elle a dit: je donnerai du bonheur dans les familles. Et nous, là-dessus, on a Félicité qui est née. Et un an après, jour pour jour, après ce pèlerinage, et on l'a appelée Félicité, mais sans faire attention. En fait, c'était pas du tout notre prénom prévu. On avait un autre prénom. On avait même un autre prénom de rechange, et c'est le 3e qui est sorti de nulle part au dernier moment, qui a été donné. Et quand on s'est rendu compte que c'était 1 an après ce pèlerinage à l'île Bouchard, où la Sainte Vierge a dit: je donnerai du bonheur dans les familles, qu'on a eu cette Félicité. Et quand on a vu quelques mois après que, avec tout ce qu'on traversait, on avait cette petite fille là qui redonnait du sourire à sa grande sœur, ça c'était vraiment très fort. Donc très vite on a eu des marques, on a vu les marques de la présence de Dieu. C'est pour ça on n'a pas eu de mal à s'abandonner, parce que très vite on a vu des grâces à travers nos proches, et aussi à travers nos proches. Et oui. Par exemple, oui, moi, pendant ces 2 mois là où du coup j'étais absent du travail, j'ai une collègue qui m'a appelé et qui m'a dit voilà, Guillaume, sache que quand tu rentres au travail, j'ai fait un peu le tour du service, etc. Et bon, il y a des processus de don de congé en fait qui sont faisables lorsque vous avez un enfant qui est malade. Et elle me dit t'as 40 jours de congé quoi, qui te sont et offert par tous les collègues, etc. Et donc du coup, voilà, c'est ce genre de petite marque finalement. Qui sort un peu de nulle part, où on se dit finalement oui, la charité est vraiment partout, même dans le milieu du travail, où parfois ça peut être un peu justement pas très familial quoi. Donc la maladie là, le cancer, c'est souvent un marathon. Donc il y a ces 2 premiers mois où vous êtes un petit peu porté peut-être par un élan tout naturel de charité. Est-ce que cet élément continue? Est-ce que vous accusez pas un petit peu la fatigue? Comment ça se passe la suite? Alors du coup, la suite, c'est qu'on a déménagé. Donc Jeanne est revenue à la maison, dans un nouvel appartement. Voilà.
et avec des règles d'hygiène en fait assez drastiques. C'est-à-dire que D'hygiène elle avait alimentaire, d'hygiène alimentaire, voilà. C'est-à-dire hygiène alimentaire. C'est-à-dire que par exemple, quand on achetait du pain à la boulangerie, on devait le faire griller avant de lui donner. Voilà, Ouais, donc okay. on pouvait plus. Donc il y avait ça, il y avait tout ce qui était fruits et légumes. Il fallait qu'on le passe 15 minutes au vinaigre blanc en fait avant. La banane par exemple avec la peau, il fallait d'abord la mettre au vinaigre blanc avant de lui donner. Tout ce qui était jambon, etc. C'était que de l'industriel. Et donc du coup, c'est toute une logistique. Oui. C'est ça. On ne peut pas faire de concert, de réserve. Tout ce qu'on cuisine, il faut lui donner tout de suite. On peut pas... Voilà. Et c'est vrai que c'était très compliqué. C'est qu'en fonction de ses chimios et de ses traitements, elle avait soit un appétit en fait exacerbé, vraiment à se réveiller dès le matin et à demander à manger, même la nuit, ou au contraire un appétit en fait très faible, où parfois les infirmières de l'hospitalisation à domicile qui venaient à la maison nous disaient mais en fait si elle perd encore du poids, ou en tout cas si elle prend pas de poids, on va devoir à nouveau l'emmener à l'hôpital pendant quelques jours. Et donc du coup, c'est vrai que c'était... Je me souviens de ce soir où en fait elle perdait vraiment beaucoup de poids et où les infirmières nous ont dit en fait demain on revient, si elle n'a pas pris 200 grammes, elle va à l'hôpital. Les pauvres parents. Et donc là, Guillaume est revenu avec des barres de chocolat, des cochonneries pas possibles pour essayer de la faire manger. Et bon, finalement, on a échappé cette fois-ci à l'hôpital. Et donc du coup, c'est vrai qu'en fait, on est rentré dans un quotidien en fait assez instable, dans la mesure où dès qu'elle avait de la fièvre, en fait, c'était hospitalisation tout de suite. Elle enchaînait des phases de chimio de 2 mois avec phase de chimio à l'hôpital, phase de chimio à la maison, etc. Donc voilà, c'est un quotidien qui demande beaucoup d'organisation. Pour justement être prêt à faire place à l'imprévu en fait. Tout était vraiment très réglé pour être capable à chaque instant en fait, d'un départ précipité à l'hôpital. On a continué à demander de l'aide à nos amis. Voilà. On a aussi eu une nounou qui venait 3 jours par semaine parce qu'en fait je continuais aussi mes études. Enfin, j'étais même en stage en cabinet. Vrai, vous continuiez vos études. J'étais en stage en cabinet d'avocat. Moi je continuais à travailler. Vous avez repris après les 40 jours là. Exactement. Ouais. Voilà. Bon, j'étais à mi-temps heureusement, mais on avait trouvé une super nounou qui vraiment était... Donc, vous avez mis en place une super organisation. C'est ça, en fait on était bien organisés, bien rodés. On reposait aussi beaucoup encore sur l'aide de nos amis. Donc quand il y avait un imprévu, on mettait un mot sur Facebook. On avait tout le temps quelqu'un qui venait nous garder, féliciter si besoin. Enfin, on a toujours trouvé des solutions. Et donc c'était très chargé, c'était très fatigant, mais encore une fois, c'était à chaque fois étape après étape. On prenait les jours tels qu'ils arrivaient. Et puis, il y a quand même quelque chose que j'ai envie de dire, même si on en reparle un peu plus tard, c'est que en fait, c'est un peu la maladie. Je l'ai un peu vécu comme ça m'a fait penser à la manne dans le désert que les Hébreux reçoivent de Dieu pour les nourrir. Ils l'ont 6 jours par semaine, et le dernier jour, ils l'ont pas. Elle n'est pas donnée. Et c'est ce dernier jour où elle manque qui leur permet de se rappeler que cette manne, cette nourriture que Dieu donne, elle est un don gratuit. Elle n'est pas quelque chose de dû. Et c'est la même chose avec la santé de Jeanne, finalement. Quand il y a eu cette maladie, c'était un manque. Et en fait, ça rappelle que l'enfant, il est donné, en fait. C'est un don. Et c'est vraiment... c'est vrai que c'est une des choses. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, ce qui me reste ce qui reste le plus marquant encore aujourd'hui de cette période-là, c'est d'avoir compris à quel point en fait nos enfants nous sont donnés, à quel point tout nous est donné en fait toute la vie. Et c'est une prise de conscience vraiment très forte et qui change complètement notre manière de vivre. En fait, malgré ce quotidien très très compliqué, j'ai vraiment appris à rendre grâce à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, en fait, c'est ça qui reste. Donc, je le répète, c'est un sacré marathon. Et souvent, la maladie, l'épreuve, elle est tellement rêche, elle est tellement intense qu'elle peut laisser totalement rincer, essorer quand elle se retire. Et puis, les personnes qui ont subi son rouleau compresseur disent qu'elles ont perdu la belle insouciance qu'elles avaient auparavant, la fraîcheur un peu naïve, mais si belle de l'avant, quand tout allait bien. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que vous avez réussi à ce que la maladie ne vous vole pas cette part d'insouciance, de gaieté légère. Comment vous avez fait ?
C'est vrai qu'on s'est vite remis dans les mains de Dieu et, et on a vu beaucoup de ses grâces et notamment il y a quand même quelque chose d'assez incroyable qui nous est arrivé pendant cette année-là, c'est que je suis retombée enceinte et on a appris que c'était des jumelles, donc, enfin des jumeaux. Wow. On ne savait pas encore que c'était des petites filles, mais donc c'est vrai que c'était une année très très remplie. J'étais encore étudiante, il y avait ce traitement intensif de Jeanne, on n'a pas dit peut-être, mais ça a duré 14 mois en tout. Et donc en plein milieu, on apprend que Anne est enceinte, puis un mois plus tard qu'il y en a 2. Et donc c'était vraiment, j'ai repensé à ma phrase de Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le Seigneur. Et à la fin à la fin, Job qui a perdu tous ses enfants, on a 2 fois plus qu'au début. Et donc on s'est dit vraiment c'est un petit clin d'œil de Dieu. Et donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là aussi, il y a comme un regain d'énergie en fait. On s'est toujours dit la vie continue et ça a été vraiment une manière de continuer la vie et c'est vrai en fait, ça nous dépasse même, c'est pas que nous qui faisons que la vie continue, la vie elle a continué, elle a même redoublé. Et donc c'est vrai que à partir de ce moment-là, ce que je me dis souvent, c'est l'information Jeanne est malade est passée presque au second plan en fait. Il y avait une grande joie, cette grande joie, et puis c'était une joie pour Jeanne, c'était une joie pour Félicité qui commençait à comprendre aussi, donc c'était vraiment... Vous n'avez pas paniqué en se disant « Oh, là, on a 2 petites dont une malade, on va avoir des jumelles ». En fait, pas spécialement. C'était vraiment 2 fois plus de joie, vraiment, même au sein de notre famille, etc. C'était vraiment assez incroyable. Et surtout, en fait, comme elle devait naître à peu près au moment où Jeanne arrêtait sa phase intensive, on se disait, finalement, ce sera un peu les vacances à partir du moment où elles naîtront. Et en fait, c'est vrai que l'année qu'on avait vécue, en fait, nous a tellement montré que des choses qui nous paraissaient complètement impossibles, que Anne puisse continuer ses études dans ces conditions, que moi je puisse continuer d'aller travailler, qu'on puisse continuer à faire grandir nos petites filles, etc. Finalement, en fait, l'impossible n'était plus du tout... l'impossible pour le commun des mortels n'était plus du tout notre impossible à nous, quoi. Au point d'avoir ce projet un petit peu fou, enfin complètement fou même, pardon, mais vous avez décidé d'ailleurs sur un coup de tête, je crois, de partir à l'automne 2019, donc après 14 mois de soins intensifs, en pèlerinage, à pied, avec un âne, et vos 4 toutes petites filles, parce que vos jumelles Blanche et Zélie ont 1 mois seulement. La petite Félicité, si je ne me trompe pas, elle a 1 an et quelques mois. Et puis il y a Jeanne qui est encore malade, qui a seulement 2 ans et demi. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir, à faire cette folle aventure? Alors, en fait, on avait prévu de prendre des vacances. On s'était dit, après cette année, on veut prendre des vacances. Donc, on était au milieu du traitement, mais c'était la fin du traitement intensif. Il nous restait 1 an de chimio, uniquement par voie orale. Donc, c'était plus à l'hôpital. On administrait, bien sûr, il y avait un suivi aussi à l'hôpital. Mais voilà, le gros du traitement, c'était nous qui le donnions. Simplement des comprimés par la bouche. Et donc, on s'était dit, on prend 1 mois de vacances. On a bien besoin de ça. Mais en fait, en réfléchissant, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et après une année comme ça, telle qu'on l'a vécue, où on était dans l'abandon à la providence, où on était aussi dans l'abandon à la charité des autres, etc., on n'avait pas du tout, on ne s'imaginait pas du tout aller sur une plage, aller faire du Farnienne pendant un mois. Vous l'auriez bien mérité quand même. Oui. Après cette année, non? Mais en fait, c'est vrai que, spirituellement, en fait, c'était juste pas possible, quoi. On pouvait pas dire, en fait, oui, on va juste aller sur une plage pendant 1 mois. En fait, on avait tellement reçu, tellement vécu des choses merveilleuses, tellement rendu grâce au Seigneur pour tout, finalement pour toute la vie justement qu'il nous avait donnée, et que cette année c'était bien passé malgré toutes les embûches et les difficultés qu'on a pu avoir, que c'est vrai qu'en fait on s'est dit non, en fait on peut pas passer 1 mois
les doigts de pied en éventail, et puis à juste se reposer en fait. Voilà, c'est se reposer en fait, c'était pas une activité entre guillemets Oui. possible Oui. pour nous quoi. Et finalement, assez mystérieusement, en fait, on ne sait plus tellement ni l'un ni l'autre comment ça nous est venu, mais ça nous est venu à tous les deux. On s'est dit, on va aller à Lourdes et on va y aller à pied. Et alors, on n'est pas parti de Paris, on est parti de Conques, dans l'Aveyron. On s'est mariés dans l'Aveyron, ma famille est originaire de là-bas. Et Conques, c'est un haut lieu de pèlerinage depuis longtemps. Et donc, on est parti de Conques, on a marché jusqu'à Lourdes, donc ça fait un peu plus de 500 km. C'est vrai que les petites étaient toutes petites. Donc, on avait Jeanne qui a fêté ses 3 ans pendant le pèlerinage et donc qui devait recevoir sa chimio tous les jours, qu'on devait protéger du soleil complètement, ne devait pas du tout avoir d'UV, qui devait continuer à avoir une alimentation aussi protégée, moins que l'année d'avant, mais tout de même. Félicité qui avait 1 an et demi et puis les petites jumelles qui avaient 1 mois et demi au départ. Et donc, on a marché comme ça pendant un peu plus d'1 mois. En logeant chez l'habitant, chez des personnes qui nous accueillaient gracieusement pour le gîte et le couvert, des personnes qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam et qui nous ont toutes ouvert leurs portes. Voilà. Et en fait, c'est une expérience, c'était une aventure extraordinaire qui nous laisse des souvenirs extrêmement marquant. On était aussi au grand air, en fait. On avait vécu enfermés. Jeanne et Félicité aussi, puisque Félicité avait eu le même régime finalement, était restée enfermée dans l'appartement pendant 1 an, entre appartement et hôpital. Et là, elle se retrouvait au grand air. Elle voyait des animaux. On était en famille. On était vraiment... Et pourtant, ça ressemblait un peu à notre vie d'avant parce qu'on était beaucoup dans la prière. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est des années où on a beaucoup prié. Et donc, on poursuivait un petit peu ça. On vivait encore dans l'abandon à la providence et à la charité. Et voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. On va pas avoir le temps malheureusement de raconter le pèlerinage. Oui. Je vais mettre quelque part le lien vers votre blog que vous avez ouvert à cette occasion, la page Facebook. C'est ça. Mais vous m'avez fait le cadeau de pouvoir visionner le petit film que vous avez réalisé pour vos proches et les familles qui vous ont accueillis tout au long du parcours. Merci beaucoup. Et effectivement, ça m'a marqué. J'ai eu l'impression que c'était un petit peu une image, que vous reviviez un petit peu cette année que vous veniez de traverser. Oui. C'est exactement ça en fait. Quand vous avez dit là tout à l'heure que finalement on ne s'est pas laissé embarquer par l'arrêt finalement de cette année compliquée. Cette année compliquée, elle a été, entre guillemets, elle s'est finie avec ce pèlerinage-là. Et c'est vrai que petit à petit, ce qui nous revenait en mémoire de cette année, c'était plus ce pèlerinage que la maladie de Jeanne et l'année précédente qui avait été... qu'on avait vécu. C'était vraiment ces 2 mois très intenses ensemble. Déjà, on était en famille, on était tous les 6 tout le temps. Et ça, c'est vrai que c'était une grande joie pour nous d'être ensemble, puisque l'année d'avant, Jeanne était parfois à l'hôpital ou autre. Et aussi, ce qu'on a revécu vraiment, c'est cet abandon à la providence. Il en a fallu parce que vous avez traversé des moments, j'ai vu ça dans le petit film, des moments de traversée épique de rivière avec l'âne, les 2 jumelles en porte-bébé ventrale, Félicité dans le dos de l'un, Jeanne sur l'âne, enfin bref, des moments de grand abandon à la providence. Oui. Mais c'est ça. Mais Félicité m'a demandé il y a quelques mois, donc longtemps après le pèlerinage, mais maman, pourquoi on est parti en pèlerinage ? Et je lui ai donné cette réponse qui m'est venue, et je pense que c'est la meilleure qu'on puisse donner. C'est que dans la vie de tous les jours, on oublie parfois que Dieu s'occupe de nous parce qu'on est chez nous dans nos affaires, qu'on a notre sécurité. Et quand on part en pèlerinage, c'est pour se rappeler que Dieu s'occupe de nous. Et c'est vraiment ça, en fait. On s'abandonne. Et en fait, c'est ce qu'on a un peu vécu pendant cette année. En fait, c'est l'épreuve nous permet de se rendre compte qu'en fait, on ne maîtrise pas tout et que Dieu s'occupe de nous. Voilà. Alors, comment va Jeanne aujourd'hui ? Alors, Jeanne est en pleine forme aujourd'hui. Ah, génial. Elle n'est pas guérie, donc on ne peut pas parler de guérison, c'est encore trop tôt. Il faut attendre encore 2 ans de surveillance pour être sûr qu'elle soit guérie. Donc, on a toujours un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Et ça, c'est arrivé quelques fois qu'on ait des frayeurs. Il y a quelques semaines encore, on a eu très très peur parce que une rechute, c'est très mauvais signe, hein, c'est mauvais pronostic. Et donc c'est vrai qu'on vit toujours, on n'en a pas énormément parlé, mais il y a quand même cette angoisse de la mort qui est quand même là. Et voilà, nous on parle de cette épreuve de la maladie. Nous, il y a quelque chose qu'on n'a pas vécu. On n'est pas des parents qui avons vécu la mort d'un enfant. Nous, c'est une perspective qui est toujours contrebalancée par un espoir. Voilà, c'est vrai que ça c'est. Mais malgré tout, en fait, ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'on vit plus intense. Enfin, c'est pas une épreuve ces 2 années là, et puis même ça continue un peu parce que c'est pas terminé. C'est pas quelque chose qu'on a envie de rayer de notre vie, qu'on aimerait effacer. Ça fait vraiment partie de notre vie. On a beaucoup grandi et j'ai envie de dire un truc, quelque chose d'un peu surprenant peut-être, mais je trouvais que ça avait purifié notre amour aussi envers nos enfants. Moi, je pense que j'ai un amour maternel qui est plus chaste. Il n'est pas parfait, il était très bien avant aussi, mais c'est vrai que ça l'a fait grandir, le fait de se rendre compte à quel point les enfants nous sont donnés, qui ne nous appartiennent pas, qu'on ne maîtrise pas. On maîtrise pas leur santé, on maîtrise pas tout ça. Ça permet de prendre conscience. C'est pas du tout la prise de conscience de la brièveté de la vie et donc il faut faire des choses extraordinaires, profiter, machin. C'est pas tellement ça, c'est presque l'inverse. En fait, c'est pas du tout faire des choses extraordinaires, c'est l'extraordinaire, il est dans chaque instant, il y a l'immensité de l'éternité dans chaque journée. Enfin, c'est vraiment ça qu'on se dit et qu'on le vit vraiment. Et encore, il y a quelques semaines, quand finalement c'était une fausse alerte, il n'y avait pas de rechute, après quelques jours d'angoisse, on est retourné à la maison tous les 6, qu'on a dormi tous les 6 sous le même toit. Mais je me couchais, je me disais je suis la femme la plus heureuse du monde, et je me le dis très souvent, et je suis pas sûre que je me le dirais aussi souvent, que j'en aurais autant confiance si on n'avait pas vécu cette épreuve. Voilà. Guillaume, quelque chose à ajouter sur, Oui, en fait, Anne l'a bien résumé. Moi, je dirais avec sans doute d'autres mots. C'est vrai que c'est un peu cette épreuve finalement a été un peu un décapant sur tout ce qu'on a de futile, de mondain, de toutes ces choses-là en fait. Et c'est vrai qu'en fait finalement, ça a un peu gratté toute cette couche un peu superficielle qui est voilà, qu'on se crée, etc. Et finalement, le Seigneur nous a donné la chance de retirer pour vraiment finalement d'être plus sensible, d'être plus à l'écoute dès qu'on a des amis qui vont pas bien. Enfin, moi, en tout cas, je suis beaucoup plus sensible. J'étais un peu moins sensible qu'Anne, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai une sensibilité qui vraiment dilate le cœur, exactement. Et en fait, qui nous fait prendre conscience aussi de certaines douleurs en fait, que des gens ont. Et donc, vraiment, ça dilate le cœur et ça décape un peu tout ce qui est en surface en fait, pour vraiment toucher le cœur. Donc c'est ce qui vous permet justement de ne pas vous laisser envahir par cette angoisse de mort. Voilà, c'est ça. On n'est pas du tout angoissé en permanence en fait. C'est vrai qu'on dit oui, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais enfin on n'y pense pas tout le temps. Et Jeanne a retrouvé, ça peut donner peut-être de l'espoir à des parents qui vivraient la même chose, mais malgré malgré sa maladie, malgré tous les traitements qu'elle a reçus, Jeanne a retrouvé ses petites boucles blondes. Elle est aussi belle qu'avant, elle est gaie, elle va à l'école, tout va bien. Il y a beaucoup de craintes qu'on avait sur son développement, on avait peur, surtout au début. C'est vrai que c'est des craintes qui sont vite parties parce qu'on a vu qu'on était dépassé par et que tout se passait autrement et mieux que ce qu'on imaginait. Mais quand elle est enfermée dans la bulle, on se dit mais elle va plus grandir, elle va être complètement perturbée. Et en fait, c'est vrai que la vie est plus forte, et du moment qu'on lui donne l'amour, qu'on est là pour la rassurer, qu'on fait confiance, voilà. Et aujourd'hui, on dirait pas du tout qu'elle est malade. Tout le monde est étonné les personnes sont étonnées quand on leur apprend qu'en fait elle a une leucémie, qu'elle est en rémission. Ça ne se voit pas du tout.
Et c'est vrai que moi, j'ai comparé une photo en fait juste avant sa maladie et une photo maintenant. Et c'est vrai que bon, elle est passée par des phases, encore une fois, sans cheveux, elle a gonflé, etc. Mais entre la photo juste avant sa maladie et une photo de maintenant, en fait, c'est la même petite fille. Voilà, vraiment même visage, même cheveux, même sourire. Enfin bref, on la reconnaît bien, qu'on dirait que rien ne s'est passé, quoi. Justement, est-ce que vous auriez des conseils, un petit conseil à donner à quelqu'un qui serait dans le dur de l'épreuve que vous avez traversée ? Moi, pour ma part, en fait, vraiment, ce qui nous a sauvés, c'est de continuer en fait à vivre. Voilà, la vie continue et vraiment de s'entourer, en fait, de s'ouvrir. Ça aussi, ça nous a beaucoup sauvés. Je sais qu'il y a certaines personnes qui justement, en fait, ce qui est tout à fait naturel, hein, se renferment un peu sur leur douleur, sur leur souffrance. Ce qui est tout à fait légitime, encore une fois. Et en fait, je pense que nous, la chance qu'on a eue, c'est d'être finalement assez jeunes et donc du coup, finalement, d'être obligés de s'ouvrir parce que sinon, en fait, c'était soit ça, soit on n'aurait pas réussi à se débrouiller. Et vraiment de s'ouvrir et simplement avec humilité et vraiment finalement aussi de voir la charité auprès de tous ceux qui nous entourent, qui sont vraiment là. Nous, on a vraiment été surpris par tout ça, et donc je pense que de s'ouvrir en fait à ses faiblesses, à ses craintes, à ses douleurs, à ses souffrances, au fait que Jeanne était malade, nous a permis finalement que les autres viennent nous aider, de pas hésiter à demander de l'aide. C'était l'homélie qu'on a eu dimanche dernier dans notre paroisse avec l'évangile du lépreux qui est guéri par le Christ. Pour que le lépreux soit guéri, il faut qu'il aille montrer ses plaies au Christ. Donc le prêtre insistait sur le fait qu'il fallait être capable de montrer ses blessures, de montrer ses faiblesses. Et je pense qu'il faut être capable de demander de l'aide. Et c'est vrai que je rajouterais juste que le prêtre qui nous a mariés donc, est tout de suite venu voir Jeanne quand elle est tombée malade. Et c'est vrai que nous, on avait un peu des remords finalement à demander trop d'aide, finalement, de dire en fait jusqu'où on peut aller pour demander de l'aide par rapport à... Question. Et en fait, le prêtre a eu cette réponse qui nous a vraiment éclairé pendant toutes ces années et qui nous éclaire encore. C'est de dire en fait c'est très beau de susciter la charité. Donc en fait, même quand vous demandez de l'aide, en fait, vous sanctifiez ceux qui viennent vous apporter de l'aide. Et c'est presque un service que vous leur rendez, plus que finalement une charge ou ce genre de choses. Voilà. Et est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traverser, que vous voudriez nous recommander ? Alors moi, personnellement, je ne suis pas un grand lecteur, donc du coup, je n'ai pas forcément de conseils de lecture. Moi, en fait, ce qui m'a vraiment permis de tenir un petit peu, c'est finalement mon travail, de continuer à voir autre chose et pas d'être justement entouré par la maladie, et finalement de continuer mon travail simplement. Moi, j'ai un livre, mais finalement ma réponse est un peu la même que celle de Guillaume, parce que j'ai apporté un livre qui n'a absolument rien à voir avec la maladie. Ça s'appelle Ourps de Alexandre Grandazzi. C'est l'histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste. Et donc, c'était pour dire... Alors, c'est un pavé. C'est un énorme pavé. Vous ne voyez pas, mais... un énorme pavé de 700 pages. Vous avez lu ça ? Et j'ai lu ça. Et en fait, c'est un livre donc, qui n'a absolument rien à voir avec la maladie. Moi, je suis une passionnée de la Rome antique. Et donc, je me suis plongée dedans. Et quand Jeanne était dans sa bulle, dès qu'elle faisait la sieste, que j'avais un moment où Guillaume n'était pas là, j'allais prendre un café et lire le livre. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments quand même, finalement, où on était à l'hôpital et où on pouvait lire. Et donc j'ai lu ça et ça m'a complètement sortie. Donc, c'était pour dire, en fait, faire aussi autre chose. C'était dans la même idée que la vie continue. Et voilà, c'était ça. Voilà. J'ai même pu remercier l'auteur. J'ai eu l'occasion. Il se trouve que je ne savais pas, mais sa fille fait partie de notre cercle d'amis au sens élargi. Et donc, j'ai pu lui transmettre. Il devait être étonné. Et il était très, très, très surpris parce que c'est pas du tout un livre qui a vocation à soutenir des mères en détresse. Mais ça a bien fait On vous recommande la Rome antique. Voilà. Non, mais voilà, continuer à vivre, s'intéresser à ce qui nous intéresse, c'est aussi très important pour les enfants, en fait. De voir que ça la vie s'est pas arrêtée, et pour Félicité aussi, qui n'était pas du tout au centre de l'attention. Il a fallu faire très attention à Félicité, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais et donc voilà, ça fait partie que tout de cet continue, amour chaste. Quand l'enfant est très malade, on a tendance à le surprotéger. surcouver. Exactement. C'est très difficile. Et c'est très difficile.
Voilà. Mais il faut y arriver. C'était un travail, c'est vrai que c'est très difficile, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a parlé du physique qui avait changé, mais le caractère aussi change beaucoup avec la cortisone, avec les chimios. Et donc c'était très difficile de continuer à éduquer Jeanne sans savoir si ses colères c'était lié à la chimio, à la cortisone ou à l'âge. Et comme c'était notre première, c'est vrai qu'on n'avait pas aussi, et puis chaque enfant est différent en plus, donc c'était difficile. Donc ça, c'est des défis qui se posent aux parents. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront, mais il faut les aborder, je pense, avec confiance et puis ne rien lâcher. En fait, je pense que rien que le fait de se poser toujours les questions, c'est sain. Voilà. Bon, ça donne beaucoup d'espérance. On pourrait parler des heures, hein, mais malheureusement, le podcast se termine. Et donc, je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée, celle peut-être qui vous a accompagné durant cette épreuve. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle est et nous la lire ? Alors moi, c'est assez simple, c'est le chapelet. C'est vrai que j'ai énormément récité le chapelet pendant ces 2 dernières années, surtout la première année. J'avoue que je prends de moins en moins le temps de le faire, mais ça a été un vrai soutien. La prière du chapelet, de manière générale, elle est très pratique pour les mères de famille, je trouve, et pour toutes les personnes très occupées. C'est une prière qui épouse vraiment la vie humaine, en fait. On est à vraiment un temps pour Dieu où on prie assez long, mais c'est une concentration qui est... voilà, c'est de la répétition, et en même temps on est en présence de la Vierge Marie, on médite sur les mystères du Christ, et donc c'est très, parce qu'on faisait je le faisais souvent avec les filles, on écoutait le chapelet de Lourdes et on priait en même temps, et donc les filles étaient très très heureuses. C'était un vrai temps avec leur maman, avec donc Jeanne et Félicité quand Jeanne était à la maison. Et donc oui, c'est une prière qui m'a accompagnée pendant tous ces mois de traitement. Voilà, encore une fois, c'est une prière toute simple en fait, et je trouve qu'elle, comme je disais, elle épouse bien la vie humaine. Elle est possible, même quand on est occupé, même quand on est en train de faire quelque chose. C'est un moyen de prier, de faire une pause, tout en restant dans sa vie en fait. Voilà. Et moi, c'est une prière qu'on récite très souvent avec Anne, en fait, qui est notre prière des époux de notre mariage, qu'on a l'habitude de réciter depuis notre mariage. Voilà. Mais c'est vrai qu'on l'a peut-être plus récité, ou en tout cas qu'elle a pris une dimension un peu différente avec la maladie de Jeanne. Le mot, en tout cas, moi, qui correspond bien finalement à ce qu'on a pu vivre, c'est on prie pour que l'espérance soit au cœur de notre foyer. Voilà, il y a cette phrase-là, que l'espérance soit au cœur de notre foyer. Et c'est vrai qu'en la récitant, quand on est jeune marié, on est tout feu, tout flamme. Mais là, c'est vrai qu'en fait, elle prend une autre dimension. Et c'est vrai que du coup, en la récitant, on prend conscience, voilà, de la dimension de cette prière, et on a essayé du coup de vraiment que cette prière soit concrète et s'applique vraiment dans notre quotidien. Voilà. Je veux bien l'entendre si vous voulez. On peut la réciter alors. Seigneur, époux et épouse devant la communauté de l'Église, nous te rendons grâce pour la joie vive qui habite nos cœurs et ceux de nos proches en ce jour. Puisse le souvenir de cette belle cérémonie nous rappeler toujours qu'il faut se tourner vers toi pour connaître la vérité de cet engagement que nous prenons. Nous te rendons grâce pour la foi que nous avons reçue dans nos familles. Apprends-nous, aide-nous à faire grandir et à transmettre à notre tour ce don qui sauve. Toi qui nous as appelés à l'amour, fais que notre charité se fasse chaque jour un peu plus inventive l'un envers l'autre. Que cet amour qui vient de toi grandisse et rayonne dans la joie et la simplicité avec notre prochain. Que l'espérance soit au cœur de notre foyer, pour que le pardon toujours soit donné. Que nous n'ayons peur ni des tempêtes, ni des doutes. C'est cette espérance qui nous fera avancer vers la sainteté, libres et confiants dans ton amour et ta miséricorde infinie. Amen. Amen. Merci, c'est trop beau. Ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur à ce moment-là, là, en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre épreuve ? Une question un peu difficile. Moi, je lui dirais merci finalement de cette épreuve, et
une question très émouvante. Ouais. Et qui nous laisse Jeanne le plus longtemps possible, même si je sais qu'il a très envie de l'avoir à ses côtés. Merci. J'aurai la même réponse. Merci Anne, merci beaucoup Guillaume. Et puis on va prier pour vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Anne et Guillaume et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel-FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y découvrirez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Vous pouvez trouver également cet épisode sur le site famillechrétienne.fr dans la rubrique podcast. Facile à trouver, c'est dans la bande bleue tout en haut du site. Il est accompagné d'articles pour en savoir plus sur nos invités. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.